Euh, donc moi, je suis pédiatre, je suis médecin d'adolescents, et je fais la médecine d'adolescents en particulier auprès de malades chroniques. C'est-à-dire que j'ai une consultation dans l'hôpital Robert Debré, qui est un gros hôpital d'enfants malades, de consultation de, on va dire, médecine générale de l'adolescent malade. Vous voyez, c'est-à-dire que mon expérience, c'est essentiellement soutenir des jeunes qui ont la mucoviscidose, un cancer, une insuffisance rénale ou un diabète, et comment vivre avec ça, et comment vivre leur adolescence aussi, c'est-à-dire pouvoir jouer sur les écrans, éventuellement expérimenter des choses, découvrir la sexualité, savoir si on fume ou si on fume pas, enfin toutes sortes de questions de santé qui sont importantes. Et c'est à partir de cette expérience-là que je vous parle. J'ai deux pôles principaux dans mon action, l'appui aux malades chroniques et puis la maison des ados, qui est effectivement, un peu comme ici, mais en plus petit, on est plus modeste qu'ici, qui accueille des jeunes des quartiers défavorisés du nord-est parisien. Il faut que je parle plus près encore. Ça passe pas. Ah, c'est mieux pour vous, puis je crois que c'est enregistré, donc sinon ils vont rien entendre du tout, quoi. Alors du coup, il faut que je mette mes lunettes, sans que je m'en mêle les pinceaux. Alors les écrans. C'est vrai que les écrans, on est passé de 0 écran, de rien, 0 minute par semaine, à 6 heures par jour en moyenne, 4 à 6 heures par jour en moyenne d'écran. C'est un truc incroyable, c'est plus fort que l'invention de l'électricité, enfin, comme mutation en 15 ans. On se retrouve face à un phénomène qui concerne 98% de la population et qui a énormément de richesse, énormément de puissance, mais aussi un certain nombre d'effets difficilement contrôlables et qui peuvent être dangereux. Donc je vais vous parler essentiellement au niveau adolescent, puisque c'est une maison des adolescents et que c'est mon expérience. Mais bien entendu qu'on pourra en discuter ensuite. Je suis pédiatre et il y a aussi le versant pédiatrique, le versant de l'enfant, du petit enfant, exposé aux écrans. Alors, on n'est pas passé tout à fait de 0 à 6 heures, puisqu'il y avait avant la télé. La télé dans les familles était allumée, et il y avait 2-3 heures de télé allumées par jour, qu'on regardait, qu'on ne regardait pas, mais enfin en tout cas c'était un écran pour une collectivité qui était la famille. Il y avait également le téléphone. Hein, il y a 20 ans, il y a 30 ans, les ados étaient suspendus au téléphone, à fil, et les parents attendaient derrière, je veux le téléphone, j'ai besoin de téléphoner, rends-moi le téléphone. Donc il y avait la télé, il y avait le téléphone. Après, il a commencé à y avoir les jeux, les petites Game Boy, les petites choses qu'on pouvait commencer à déplacer, à sortir de chez soi avec son jeu. Et puis sont apparus ensuite les micro-ordinateurs. Je vous raconte cette histoire parce que, vous voyez que je ne suis pas tout jeune, donc j'ai vu arriver ces différentes innovations. Et je me souviens très bien quand les micro-ordinateurs sont sortis, l'idée que chacun ait un micro-ordinateur dans sa maison paraissait totalement fantaisiste. On se disait, c'est une blague. Enfin, moi, le premier, j'ai pensé que j'aurais jamais ça chez moi. J'aurais ça au travail, mais pas à la maison. Aujourd'hui, on est en moyenne, vous savez combien d'écrans par famille? On est à 9 ou 10 écrans par famille de moyenne. Hein, donc il y a entre les téléphones, éventuellement 2 téléphones pour le boulot, pour la vie privée, entre la télé, la tablette, le micro-ordinateur, celui du petit, celui du grand, celui du moyen. Et non seulement on a 9 écrans, mais on a surtout le smartphone. Le smartphone qui, comme son nom l'indique, est intelligent et qui permet de tout faire en même temps. Capacité illimitée. Il y a des forfaits illimités, mais les capacités, c'est illimité. On fait la communication, comme le téléphone, on peut voir des films, on voit des séries, on y reviendra, les séries c'est un produit particulier par rapport à l'addiction que produisent ces nouvelles technologies. On peut travailler, on peut jouer, on peut communiquer, on peut faire du commerce, et on a surtout son smartphone H24, si on a des batteries, y compris dans son lit, y compris aux toilettes, on ne peut plus lâcher cette affaire-là. Et on a effectivement le sentiment qu'on devient fou avec ça. Et d'ailleurs, c'est souvent comme ça que les parents arrivent en disant il me rend folle avec ce téléphone, ou il devient fou avec son téléphone. Et c'est comme ça qu'on arrive à la maison des ados. Alors c'est vrai que c'est pas seulement un changement technologique, c'est vraiment un changement de paradigme. On est maintenant au niveau de la temporalité, il y a le temps complètement disparu.
on n'attend plus, on est dans l'immédiateté. Vous avez un doute, vous avez une question qui vous traverse l'esprit, vous googlisez, vous avez la réponse dans la seconde, vous n'avez pas besoin de chercher. Si vous téléphonez à votre fille et qu'elle ne vous répond pas, c'est forcément qu'il lui est arrivé quelque chose. Elle devrait répondre puisqu'elle a son téléphone, dans la seconde. Si y a un incendie dans le centre-ville, vous devez être informé dans la minute avec des commentaires, si possible des images des passants qui vont vous envoyer ça. Et si j'ai un mot doux, une pensée amoureuse à dire à ma femme ou que songe, je lui envoie tout de suite parce que ce soir j'aurais oublié. On est passé dans ce temps d'immédiateté totale, et ce qui fait qu'on est complètement intolérant et complètement perdu quand ça ne fonctionne plus. Quand il n'y a pas de réponse, quand le SMS, et je t'ai envoyé 3 SMS, je t'ai envoyé un mail, et tu ne me réponds toujours pas, avec une intolérance à la frustration totale. Je suis à l'hôtel très, très chic, là où on est hébergé, au Radisson. Il n'y a pas de Wi-Fi dans la chambre. Je peux vous dire qu'hier soir, j'étais mal, parce que je devais récupérer les diapositives. Et comment il n'y a pas de Wi-Fi? Je veux le Wi-Fi tout de suite. On est tous très atteints par ce rythme et ce besoin-là. Et donc, quand on est dans l'intolérance à la frustration, on n'est déjà pas très loin de l'addiction, puisque c'est toujours ça qu'on reproche maintenant aux écrans. Changement de temporalité, changement de puissance. Vous pouvez maintenant faire la révolution avec votre téléphone. Vous pouvez influencer. Il y a des révolutions qui sont parties grâce aux réseaux sociaux et grâce au téléphone. Il y a ce qu'on appelle des influenceurs, des influenceuses sur Internet, qui sont des gens qui se créent leur personnage, qui créent leur réseau, leur succès, et puis qui, à partir de ça, vont se vendre aux compagnies qui vont les acheter très cher, des gros influenceurs, des moyens influenceurs, des petits influenceurs pour des publics cibles. Mais on est quand même maintenant dans une puissance, on n'est plus tout seul face à sa feuille ou face à son téléphone. On a la possibilité d'influencer des centaines de milliers de personnes. Une personne qui peut, en faisant un clic, influencer plusieurs centaines de milliers de personnes. Là aussi, on a du mal à penser ce saut de puissance. Changement de temps, changement de puissance, changement de géographie. C'est frappant. Moi, je vois à Paris, avant, les gens nous demandaient leur chemin dans la rue. Maintenant, personne ne demande son chemin. On vient d'avoir 2 mois de grève des transports assez durs. Les gens ne connaissent pas forcément les rues, etc. Mais ils marchent avec leur smartphone comme ça. Et ils ont l'air un peu perdus. Vous êtes perdus, je peux vous conseiller. Non, ça va très bien. J'ai ma prothèse. J'ai de prolongation de moi-même dans ce téléphone. On traverse des pays. J'ai fait l'expérience d'aller chercher une de mes filles en Allemagne. Vous mettez Google, je veux aller de là à là. Vous traversez des régions, des pays, vous ne savez même pas où vous êtes. Il suffit de tourner, dans 300 mètres, vous tournez à gauche, dans 600 mètres, vous tournez à droite. On perd les repères géographiques. Les gens qui fonctionnent qu'avec Google, sur les maps, ne savent pas si telle rue, elle est au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Ils savent qu'il faut suivre le plan. Donc, ce n'est pas, pour le coup, un gain. Là, c'est une perte de repères spatio-temporaux. Et puis, c'est un sacré changement dans le rapport à soi. Précisément à cause de cette immédiateté, à cause de la puissance, on est maintenant capable de se créer. Parce que finalement, le fantasme de tout le monde, c'est de se recréer, de créer son profil, de créer son moi. On peut même en avoir plusieurs sur Internet, c'est ça qui est formidable. Et donc, je crée, je suis, je me montre, je m'envoie. Alors moi je m'envoie à 3 personnes, mais il y a d'autres qui s'envoient à 300 000 personnes. Et on est dans quelque chose qui peut toucher à la définition de l'humain, quelque part, hein, parce qu'on a les frontières entre soi et les autres, là, deviennent quand même tout à fait étranges, parce qu'elles sont reconstruites, réécrites, par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. Et puis il y a un dernier point qui est dans cette révolution technologique qui est importante, pour nous, là, qui s'occupons d'enfants et d'adolescents, c'est le décalage générationnel. On est dans quelque chose où les enfants sont meilleurs que nous. Et les petits-enfants ont déjà une agilité sur ces tablettes, sur ces téléphones, sur ces écrans, que bien souvent les plus grands et les adultes n'ont pas. Ils n'auront peut-être jamais, d'ailleurs. Et ça, c'est une illusion assez dangereuse, parce que beaucoup d'adultes se sentent dépossédés de ce truc-là, en disant ça, je sais pas ce qu'il fait, mais il m'énerve avec toujours son truc, je sais pas.
Et quand les parents disent je sais pas, ben, on est très mal pour après donner des conseils et faire aider les enfants finalement à apprendre. On suppose, parce qu'ils sont meilleurs que nous sur la technologie, qu'ils sont peut-être plus rapides que nous sur le bout des doigts, qu'ils savent tout. Mais ils savent rien du tout. Ils savent appuyer sur des boutons, ils savent aller plus vite que nous, ils ont un cerveau qui va plus vite, enfin surtout les adolescents d'ailleurs. On pourra en reparler. Vous savez que la vitesse de traitement de l'information à l'adolescence, elle est multipliée par 100. Ces jeux-là, c'est sûr que c'est pas la peine, enfin s'il y a encore des adolescents dans la salle, je sais pas, mais sinon on est out. Mais donc ce décalage générationnel, c'est un peu une illusion d'impuissance pour les parents ou les professionnels, qui, oui, c'est le monde des jeunes, ça leur appartient, finalement, qui désinvestissent à cause de ça. Et ça, je pense que c'est tout à fait une erreur, puisque donc les enfants, comme les adolescents, ils ont à apprendre. Ils savent faire des choses sur le plan technique, ils savent pas chercher de bonne information, ils savent pas différencier le vrai du faux, ils savent pas se méfier des dangers, et donc il va falloir qu'on les aide sur plein de choses. De même, de penser que tous les ados sur Internet, c'est la même chose. Pas du tout. Il y en a qui jouent, il y en a qui téléphonent, il y en a qui regardent des séries, et c'est pas les mêmes. Et donc, passer 3 heures ou 6 heures sur son smartphone, c'est certainement pas faire la même chose. Il y a des différences filles-garçons, il y a des différences ville-campagne, il y a des différences selon les pays, selon les habitudes, et puis selon le profil de l'enfant ou de l'adolescent qui joue. Donc ne pas croire que parce que ça nous échappe, parce que les jeunes sont plus performants, ils sont plus compétents, et puis qu'ils seraient comme ça tous dans le même sac. Alors on parle beaucoup des adolescents et on parle beaucoup des réseaux sociaux, parce que c'est finalement la dernière nouvelle après l'invention du smartphone qui permettait de jouer, de voir des séries, de faire beaucoup de choses comme ça au téléphone. Ce qui s'est développé ces dernières années de façon considérable, c'est les réseaux sociaux. Et c'est ces fameux réseaux sociaux qui font peur à tout le monde. Facebook, Instagram, Snapchat, WhatsApp, etc. Parce qu'il y a effectivement une puissance, là, encore une fois, immense, une connexion quasi universelle, et puis des dangers sur lesquels on va pouvoir revenir. Si dans ce que je dis, il y a des choses qui d'ailleurs vous surprennent ou vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez tout à fait m'interrompre. Hein, on aura un temps de discussion après, bien sûr, mais comme je suis un peu comme vous, c'est-à-dire que j'ai réfléchi sur une question qui avance chaque jour, qui se modifie chaque jour. Hein, donc on a pas toujours, on a dit beaucoup de bêtises, et sûrement je vais continuer à dire des bêtises sur un sujet qui va plus vite que nous, qui va plus vite que ce qu'on peut réfléchir. Donc pourquoi les réseaux sociaux, ça marche si bien chez les adolescents? Ben parce que c'est quoi un adolescent? Un adolescent, c'est quelqu'un qui se construit, bon gré, mal gré, qui se transforme, qui est en train de devenir soi, et ça, c'est quand même très compliqué. Hein. Winnicott disait qu'il fallait beaucoup de courage pour traverser l'adolescence, et je crois que ça reste toujours vrai. Ça peut être énervant, un adolescent, ça peut être inquiétant, ça peut être irritant, mais ça a beaucoup de choses à faire pour passer du petit enfant à l'adulte, bon gré, mal gré, autonome socialement, affectivement, professionnellement, etc. Pour devenir adulte, il faut les autres. On a besoin des autres. On a besoin des images des autres, on a besoin de leurs mots, on a besoin de leur affection, on a besoin de leur amour, de leur agressivité quelquefois. On a besoin de se comparer, on a besoin de se rassurer, on a besoin d'adhérer à un groupe, à quelque chose. Et ça, les réseaux sociaux, vous faites tout ça dans la seconde. Vous avez tout dans les réseaux sociaux. Bien plus, les timides, etc., eh ben tant pis, ils sont chez eux, mais ils ont des amis sur Facebook, et c'est pas que des amis virtuels, c'est pas que du bidon. C'est aussi des vraies relations qui sont pas celles qu'on connaît, interpersonnelles, en réel, mais c'est quand même des relations qui sont tout à fait étayantes, et beaucoup de jeunes, dans les situations d'isolement, de timidité, de maladie chronique, d'éloignement géographique, bénéficient, grâce aux réseaux sociaux, d'une socialisation, d'une nouvelle socialisation dont ils étaient privés auparavant. Donc ce besoin d'étayage, encore une fois, de métissage, d'apprentissage par les autres, Internet et les réseaux sociaux, c'est un moyen absolument formidable, instantané, et à l'abri des parents. C'est quand même
Autrefois, pour aller être à l'abri des parents, il fallait aller derrière la haie du champ, ou il fallait aller sortir du village ou sortir du quartier. Ça reste souvent des histoires de quartier. Mais Internet vous permet de faire tout ce que vous voulez et les parents n'y voient que du feu. On est à l'abri du regard des parents. Et être à l'abri du regard des parents, c'est pas une notion négative, c'est une notion nécessaire pour le développement de l'enfant et de l'adolescent. Les groupes, on parlera des dangers après, mais les groupes sur Internet sont en général étayants, consolants, rassurants. Si vous envoyez un post sur Facebook ou sur Instagram en disant j'en ai marre de la vie, je veux me suicider, vous avez tout de suite 200 réponses qui vous disent mais non, ça vaut pas le coup, regarde, moi ça m'est arrivé, etc. J'ai eu ceci, j'ai eu cela. Il y aura peut-être un qui dira vas-y, t'es un connard. Mais il y en a 200 qui vous auront dit le contraire. Il ne faut pas oublier ça. Donc l'Internet, c'est un espace de socialisation, de construction de soi, particulièrement adapté à l'adolescence. Et c'est d'ailleurs un nouveau code, enfin deux nouveaux codes de relation. Donc on peut avoir des amis. Quand je demande en consultation à un jeune, est-ce qu'il a des amis, est-ce qu'il a des amours, et maintenant j'ajoute, mais vous voyez en vrai ou c'est seulement sur Internet? Parce qu'il y a des gens qui vous disent qu'ils ont une relation amoureuse, y compris des relations sexuelles, hein, qui ne se sont jamais vues, enfin qui ne se sont jamais vues autrement qu'au travers d'un écran. Donc c'est un peu surprenant, mais on ne peut pas rayer ça d'un trait de plume en disant c'est bidon, c'est une aliénation, c'est pas de la vraie relation. Ben, c'est aussi des relations. Et je crois qu'il faut s'interroger là-dessus, et je serais tout à fait ravi d'en discuter avec vous. Les codes amoureux ont changé, et là on va y revenir du côté des dangers, mais effectivement, s'engager sur Internet, c'est envoyer une image de soi intime, c'est choisi au départ, risque choisi. J'envoie une photo de mon sexe ou de mes seins à mon copain, qui me l'a demandé. C'est quand même plus les garçons qui demandent, mais les filles demandent maintenant aussi pas mal. En sachant que si un jour on est fâché, qu'est-ce qu'il fera de cette image? Il pourra la balancer sur les réseaux sociaux, et tout le lycée l'aura. Donc on est effectivement sur quelque chose qui se construit, qui s'élargit, qui permet, je crois, d'authentiques progrès. Moi, je vois le nombre d'adolescents, soit malades chroniques, soit dans des situations psychosociales vraiment extrêmement pénibles, très mal à l'aise au plan social, qui sont sauvés par ces relations qui se construisent sur Internet. Quelquefois des années de partenaires de jeu, sur des jeux, on va y revenir là aussi, qui peuvent nous paraître un peu stériles, mais ils jouent avec des gens qu'ils ne connaissent pas, et puis au bout de 2 ans, ils se donnent rendez-vous à la gare de Montpellier, et ils se retrouvent avec le partenaire de jeu qu'ils avaient depuis des lustres. Alors, revers de la médaille, bien sûr, quand je parle de s'exposer, d'envoyer des photos de soi, de son intimité sur Internet, on est très 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 limite. On est peut-être c'est un nouveau code amoureux, mais c'est aussi une nouvelle prise de risque et qui peut donner ce qu'on appelle les revenge porn ou le harcèlement. Revenge porn, c'est une relation amoureuse qui se casse, et pour se venger, eh ben, on balance l'image intime de son ex-chéri sur la toile. Le harcèlement, dont sont maintenant victimes un tiers des jeunes en milieu scolarisé. Un tiers des jeunes disent avoir été à un moment ou à un autre, entre les années collège et lycée, étaient victimes de harcèlement. Alors, le harcèlement, ça a toujours existé. Ça s'appelait pas toujours harcèlement. Les brimades, les moqueries. Enfin, aujourd'hui, tout s'appelle harcèlement. C'est un peu, y compris dans le monde professionnel. Avant, on avait un méchant patron, un petit chef. Maintenant, on est harcelé. Bon, c'est quand même un glissement assez général et qui ne concerne pas que les adolescents. Mais le harcèlement scolaire, il existe donc pour beaucoup d'enfants sur leur. Le harceler se fait harceler en général sur des choses qui le différencient un peu des autres. Alors, il est trop ceci, pas assez cela. Il n'y a pas grand-chose sur lequel se cristallise le harcèlement, mais ça suffit à s'accrocher si c'est un petit peu différent des autres. Et puis, ce que va faire Internet, ce que font les écrans, c'est que là encore, on multiplie le harcèlement par 100, par 1000. Ces 1000 messages qui vous arrivent par heure, par jour, par semaine, et qui vous arrivent H24. C'est pas
seulement le harcèlement de se faire tirer les cheveux et balancer son cartable sur le chemin de l'école. Ça a toujours existé. Et il y avait 3 grands méchants loups qui attaquaient le petit, qui se moquaient de lui, et le petit pouvait être tout à fait désespéré, avoir même envie de se suicider. Enfin, c'est pas que c'était pas grave, mais ça se jouait sur une scène théâtrale, finalement, avec quelques acteurs. Le harcèlement par Internet a une puissance incroyable et permet à des gens qui sont pas méchants, qui sont pas des agressifs, d'harceler sans le vouloir. Il dit, c'est rigolo, j'ai appuyé, ouais, tout le monde le fait, je l'ai fait aussi. Allez, et une centaine de plus qui vont pousser le jeune dans une détresse absolue. Donc là, oui, c'est un vrai danger de l'Internet, et la puissance d'Internet, elle est dangereuse, et on doit apprendre, on y reviendra à la fin, aux jeunes à s'en prémunir. De même que l'intimité, ça existe. Hein, on parle d'extimité, d'intimité, c'est des jolis mots, mais à la fin, c'est quand même de soi dont il est question. Et apprendre aux jeunes, certes à communiquer, certes à utiliser ces outils, mais à ne pas perdre de vue leurs frontières, leurs propres frontières, c'est important. Et on peut passer de là à la pornographie, parce que c'est finalement là aussi quelque chose que permet l'Internet. La pornographie, ça a toujours existé à différents niveaux. Moi, quand j'étais petit, je feuilletais le catalogue des 3 Suisses avec les pages lingerie. C'était la pornographie de l'époque. Bon. Aujourd'hui, 90% des enfants de 15 ans ont déjà vu des images pornographiques, souvent assez crues, assez déplaisantes. Et d'ailleurs, c'est bien intéressant de pas seulement leur reprocher de regarder des films porno, mais de leur demander s'ils se sont sentis mal à l'aise par rapport à ça. Beaucoup de jeunes ont vu des images pornographiques qu'ils n'avaient pas du tout envie de voir, notamment parce que les copains leur ont montré dans la cour de récréation. T'as vu. Alors, bon, j'ai pas tellement envie, mais j'y vais parce que je veux pas avoir l'air d'un bouffon ou d'un bolos, donc je vais regarder. Voilà. Et donc ça, c'est un envahissement et qui, heureusement, ne semble pas tellement contaminer la réalité. En tout cas, pour l'immense majorité des jeunes qui voient des films porno, même des fois plusieurs fois par an, ça ne changera pas leurs premières expériences sexuelles, ça ne changera pas l'âge du premier rapport sexuel. Il n'y a finalement pas de changement dans la sociologie amoureuse et sexuelle, or qu'on est passé là aussi de 0 à quasiment 100% et en nombre d'heures par an, un nombre souvent élevé de pornographie. Je rappelle que la pornographie, les principaux consommateurs, c'est les adultes, quand même si les adolescents regardent beaucoup. Et bizarrement, cette pornographie, ça sert aussi d'information sexuelle. On y trouve des informations sexuelles. Peut-être pas idéales, mais c'est aussi à partir de ça que un certain nombre d'adolescents se mettent à réfléchir et se mettent des questions. Mais c'est souvent déconnecté de ce qu'ils vivront ensuite. Sauf pour ceux qui sont dans les consommations problématiques, c'est-à-dire une espèce d'addiction à des images de plus en plus trash, de plus en plus sexuelles, et qui, ceux-là, effectivement, sont dans un trouble du comportement qui n'est pas seulement d'être exposé à Internet, mais dans un processus, une comorbidité psychiatrique, psychique, de besoins, de sensations de plus en plus fortes, et qu'il va falloir prendre en charge d'une façon différente. Alors, s'exposer, prendre des risques, c'est une chose. Ce que font quand même la majorité des jeunes, et surtout la majorité des garçons, c'est jouer. Ils jouent sur Internet, et c'est assez fabuleux. La diversité des jeux qui existent, la créativité de ces jeux, la qualité du dessin, l'inventivité. Enfin, je tiens à dire ça parce que souvent les adultes, oui, c'est nul, c'est moche, etc. Mais ils n'ont pas regardé. Ils n'ont pas regardé, ils n'ont pas été guidés par un jeune qui leur explique ce qu'il fait, ce qu'il montre, et comment ça se passe pour lui. Alors, il y a des jeux un peu bêta là qu'on joue quand on s'embête, avec on fait tomber des petits cubes, on aligne des pommes ou des. Bon, ça c'est effectivement les jeux d'appli, les Candy Crush, ces machins. Ouais, bon, voilà, ça rend pas intelligent, c'est pas très créatif, c'est juste un petit peu.
même pas addictif, quoi. Ça passe le temps, quoi. Ça passe peut-être une certaine agressivité aussi. On sort du boulot. Et puis il y a tout ce qui est jeu de rôle, jeu de stratégie, même les jeux de tir, et les FPS, les fameux FPS où on voit ce que voit le tireur qui doit flinguer le maximum de personnes. C'est pas que épouvantable. D'abord, il y en a qui sont plus ou moins sanglants, mais il faut aussi faire preuve de réactivité, d'inventivité, de créativité. Et je crois que c'est quand même, pour l'immense majorité des joueurs, le jeu, c'est un truc en plus, c'est un apprentissage, c'est certes une excitation, mais c'est aussi un loisir assez complet. Et en plus, on peut se faire des amis, parce que maintenant, enfin ça fait longtemps d'ailleurs, quand on joue avec des joueurs, et on peut même parler aux joueurs pendant le jeu, pendant la partie. Donc, beaucoup de gens jouent avec des gens qui ne connaissent pas, et c'est pas des grands méchants loups, c'est pas des grands prédateurs sexuels, ça pourrait, mais enfin, généralement, ils finissent par s'identifier qui est qui, et ils se constituent comme ça des espèces de micro-communautés de joueurs. Et ces micro-communautés pourront devenir des communautés réelles au bout d'un certain temps, où un certain nombre de joueurs vont avoir envie de se rencontrer, de passer un week-end ensemble. Et voilà. Donc cet hymne au jeu, auquel je suis bien incapable de jouer, mais j'ai quand même été regardé, et je pense que quand vous êtes guidé par un adolescent qui joue et qui joue bien, vous comprenez pourquoi aussi ils y passent autant de temps. Alors le problème du jeu, là je vous ai fait l'article pour les jeux, le problème du jeu, c'est que c'est fait pour être très addictif. Là, pour le coup, c'est conçu pour ça. Et c'est fait pour qu'on ne puisse pas s'arrêter. Et là, il y a un problème, puisque effectivement, quand vous arrêtez de jouer, la partie continue. Et vos petits copains qui étaient des copains deviennent des adversaires, prennent votre place, grimpent dans l'échelle. Et il faut tout recommencer le lendemain matin. Donc ça, il y a des jeux où il y a une touche pause. Il y a des jeux où on reprend la partie là où on l'a laissée. Mais il y a beaucoup de parties qui sont finalement conçus pour qu'on n'ait jamais envie de s'arrêter. Et vous avez quelques geeks, quelques pourcentages de jeunes qui ne peuvent plus sortir de leur chambre, qui sont effectivement scotchés à leur console ou à leur écran, qui se font livrer par maman à manger 4 fois par jour, et éventuellement, il y en a même qui vont jusqu'à uriner dans une bouteille pour pas se lever. Bon, ceux-là, effectivement, vont pas tout à fait comme on voudrait qu'ils aillent. Donc, il y a le côté, le jeu qui s'arrête pas, et puis il y a la quantité. Il y a un certain nombre de jeux où au début, il faut mettre 1 heure par jour, puis 2 heures par jour, puis 3 heures par jour. Il y a un nouveau jeu au Japon, par exemple, alors c'est pas tout à fait un jeu, mais c'est une première relation amoureuse. Hein. C'est fait pour les 14-15 ans. C'est comment on est amoureux, c'est pour les garçons. Ils sont amoureux d'une jolie petite jeune fille. Comme les Tamagotchi avant, vous savez qu'il fallait nourrir le lapin là et lui changer sa litière. Bon, ben maintenant c'est avec son amoureuse. Alors, non, mais vous allez voir, ça commence mal effectivement. Je vous le raconte de façon ironique, mais parce que j'ai du mal à croire que c'est un jeu qui élève beaucoup l'humanité. Mais donc ils ont une amoureuse, c'est la même. Hein, chacun, on peut un peu la customiser, l'habiller comme on veut, mais enfin c'est quand même la même pour tous les joueurs. Et on doit passer avec elle 1 heure par jour, à 6 heures du matin, avant d'aller à l'école. Donc il se lève à 6 heures du matin pour parler, lui faire des compliments, peut-être lui amener un sandwich. Je ne connais pas tous les détails, mais enfin c'est essentiellement relationnel. Et au bout de plusieurs mois, si vous avez été bon, si vous avez vraiment, vous êtes aimable, hein, vous êtes déjà un peu amoureux, mais elle commence aussi à vous aimer, eh bien, vous pouvez l'emmener en week-end. Alors, ça commence par 8 heures le samedi. 8 heures le samedi, d'abord, on ne peut pas faire autre chose. On ne peut plus aller au match de foot et on ne peut plus faire... Et puis ensuite, on peut carrément l'emmener en week-end. Donc ce jeu marche très très bien. Beaucoup de jeunes japonais, vous savez, qui sont hikikomori, qui sortent plus de chez eux, là. C'est une bonne façon d'avoir une relation amoureuse. C'est un début de relation amoureuse, en tout cas. Mais là où c'est intéressant, c'est que ces communautés de joueurs qui aiment toute la même là, et qui sont dans ce rituel addictif, au bout de 6-8 mois qu'ils sont arrivés au stade week-end, ils se contactent entre eux et ils se rencontrent. C'est-à-dire que ces garçons,
geeks, hikikomori enfermés chez eux, vont sortir de chez eux, ce qu'ils ne faisaient pas depuis longtemps, pour aller rencontrer d'autres amoureux. Ah bah, tiens, toi, comment tu la traites, comment tu lui offrais quoi comme cadeau, etc. Voilà. C'est un exemple qui montre que, à mon avis, rien n'est simple dans tout ça. Je crois qu'il faut vraiment... on est envahi par ça, on vit avec ça. Ça a pris une place considérable dans nos vies. Mais dans nos vies, je suis sûr que là, il y en a qui vont, à un moment avant la fin du topo, qui vont regarder leur smartphone. Je ne vois pas tout le monde, mais... Bon. Voilà, donc on réfléchit, et je crois qu'il faut notre devoir d'éducateur, de parents, c'est d'aller voir, c'est de regarder, c'est d'aller voir. On ne peut pas se contenter de faire des anathèmes comme ça. Par exemple, sur ce qui est de la déscolarisation, qui est un vrai problème dans beaucoup de sociétés. Je crois qu'ici, c'est autant qu'en métropole, et en tout cas dans les quartiers nord de Paris dont je m'occupe, il y a beaucoup de jeunes déscolarisés. Il y en a qui vont passer leur déscolarisation sur leur téléphone, effectivement, accro au jeu. Mais ils ne se sont pas déscolarisés parce qu'ils étaient accros au jeu. Ils sont devenus accros au jeu parce qu'ils n'avaient rien à faire, qu'ils avaient déjà quitté l'école. Hein, c'est quand même ça la relation principale entre déscolarisation et jeu. Vous avez toujours le cas, l'exception, celui qui est devenu décrocheur scolaire parce qu'il était accro à son jeu. Mais ça reste quand même une exception. Ce qui n'est pas une exception, c'est le rapport entre sédentarité et obésité. Et la sédentarité, ça, le jeu, pour le coup, enfin le jeu, les écrans, c'est formidable pour la sédentarité. On peut rester 5 heures sans bouger, hein, enfin sans bougeant le bout des doigts. Hein. C'est quand même pas c'est une faible dépense d'énergie. Et donc là, oui, les heures passées contribuent certainement à une augmentation de l'incidence de l'obésité. Alors, les écrans, tous ces joueurs, tous ces adolescents qui jouent, 2, 4, 6, 8 heures par jour, hein, c'est souvent 8 heures les week-ends, hein, quand ils commencent à vraiment aimer, ça a quoi comme conséquence? Effectivement, ça peut avoir comme conséquence de réduire les relations sociales, les vraies, celles en réel, hein, à commencer par la maison. À table, non, je suis pas à table, je suis en train de jouer, donc je ne viendrai pas à table. C'est aussi ne pas avoir le temps de voir sa copine, ne plus avoir le temps d'aller au match de foot. C'est quand même une certaine désocialisation qui peut être la conséquence de cette hyperconsommation. Donc ça, c'est tout ce qui est rythme de vie à la fois personnel et familial. Ensuite, il y a le sommeil. On vit dans une société où on perd une année de sommeil tous les 100 ans, hein, ou tous les 75 ans. C'est-à-dire qu'on dort 1 heure de moins qu'il y a 75 ans, qui eux-mêmes dormaient 1 heure de moins qu'il y a 75 ans. Bon. Et là, cette perte de sommeil, elle est en train de s'accélérer. Elle s'accélère notamment du fait qu'on est sur ces écrans jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin. Écrans qui ont le fâcheux inconvénient d'avoir une lumière bleue qui empêche le pic de mélatonine. La mélatonine, c'est une hormone que le cerveau sécrète, qui aide à l'endormissement, qui chez les adolescents est un peu retardé. C'est normal que les adolescents se couchent tard, et qui devraient pouvoir se lever plus tard, d'ailleurs le matin. Ça irait mieux à tout point de vue, il y a plein d'expériences qui le montrent. Mais évidemment, sur leurs écrans, ils sont soumis à cette lumière bleue, donc moins de mélatonine, donc l'endormissement plus difficile. Les jeux, ou les réseaux sociaux, ou les séries, parce que les séries aussi, c'est drôlement addictif. Les séries, ça se termine en vous laissant le suspense de la suivante. Alors, il y a toujours eu les feuilletons. Il y avait Thierry Lafronde et Rantanplan, je sais pas quoi. Il y a eu des choses comme ça. Mais quand même, la puissance des séries, c'est autre chose que Thierry Lafronde. Et je connais plein d'adultes qui arrivent au boulot complètement défoncés le matin en disant « Écoute, depuis que j'ai Netflix, c'est pas possible, j'ai vu toutes les séries. » Bon. On rigole parce que c'est les adultes qui sont fabriqués, mais bon, les ados sont aussi très très pris par les séries. Les filles sont très très prises par les séries, plus que les garçons, parce qu'elles ont le courage d'aller jusqu'au bout. Les garçons, ils laissent tomber, ils zappent plus facilement. Donc on est excité. On est stimulé par le son, l'image, la créativité et l'aliénation, mais enfin tout ça à fond, ça empêche de dormir, la lumière bleue. Et puis, on est dans des années, vous savez que le cerveau de l'adolescent, il est en pleine transformation, enfin depuis la petite enfance, depuis la naissance, mais particulièrement à l'adolescence, il va y avoir un réaménagement cérébral avec
un élagage des liaisons qui ne servent plus à grand-chose, une myélinisation, c'est-à-dire que les fibres nerveuses vont devenir plus performantes en matière de vitesse de traitement de l'information, hein, qui passe effectivement d'un facteur de 1 à 100, c'est-à-dire que l'information va aller 100 fois plus vite d'un neurone à l'autre quand on achève la myélinisation des neurones. Et donc on va se spécialiser. Un pianiste qui fait 8 heures par jour de piano, il ne va pas développer les mêmes neurones que quelqu'un qui joue à Fortnite 8 heures par jour. Fortnite, c'est pas le pire. Hein. C'est pas mal. J'ai vu que vous faisiez des ateliers Fortnite à la maison des adolescents, d'ailleurs. Vous m'expliquerez comment ça marche. Donc voilà. La question, c'est une question qui est pas complètement tranchée, mais ce qui est sûr, c'est que les gros consommateurs ont certainement une tendance à développer tout ce qui est du côté de la rapidité, la réactivité, ça marche très fort, au détriment de l'engravement profond, ce qu'on a, c'est la mémoire lente, c'est tout ce qui nécessite des processus lents, et sur lequel ils sont de moins en moins bons. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des difficultés mémorielles qu'on mesure, des troubles des apprentissages qu'on mesure, avec des enfants et des adolescents qui deviennent plus performants sur certaines actions qui sont rapides, instantanées, comme cet outil, mais qui par contre sont tout à fait incapables d'apprendre des choses et de les retenir profondément, d'apprendre une langue étrangère ou d'apprendre des choses plus qui nécessitent une mémoire lente. De façon plus banale, les adolescents qui jouent tout le temps, les adultes aussi, ils ont les yeux rouges, ils ont les yeux secs, ils ont mal au cou, ils ont la tendinite de la souris ou du clavier. Enfin, ça a aussi des inconvénients de santé tout à fait manifestes. Moi, j'ai été longtemps pédiatre de ville. Quand les premiers ordinateurs, les micro-ordinateurs sont arrivés, et que avec des jeux et toutes sortes de choses dedans, qui est-ce qui jouait à ces jeux et c'est les jeunes papas. C'est des adultes de 30-35 ans, complètement geeks, qui non seulement découvraient le micro-ordinateur pour leur boulot, mais découvraient le micro-ordinateur pour la maison. Et j'ai eu plusieurs situations de divorce, enfin de séparation, avec une phrase qui revenait souvent, je l'ai entendue plusieurs fois, des mères qui disaient, enfin des mères, moi j'étais pédiatre, donc elles venaient avec leur enfant, on parlait. Elle dit, j'en ai marre d'avoir épousé un dos. Hein, puisque le gars était sur son clavier et qu'elle ne voyait pas leur compagnon de la soirée. Donc c'est pas les ados qui ont commencé à ce niveau-là. Alors voilà, donc beaucoup d'avantages, des risques, on a vu, et il y en a d'autres, on va pouvoir y revenir. Il y a une grande question, c'est l'addiction. Est-ce que passer X heures par jour, c'est une addiction ? Et là, je crois qu'il faut se méfier un peu. C'est un mot très fort, l'addiction. Ça correspond à des critères particuliers. Et enfin, l'Internet répond pas tout à fait à ça. Ce qui définit l'addiction, c'est la science. La science, ça veut dire que le besoin, il est survalorisé. J'en ai besoin. C'est la modification de l'humeur. Quand je consomme mon produit, je suis dans un certain état d'humeur. Je suis désolé, peut-être vous entendez rien, parce que je parle de temps en temps dans le micro. Non, ça va. Quand je prends mon produit, je suis dans un certain mood, un certain type d'humeur, et quand je ne le prends pas, je suis dans un autre mode d'humeur, donc un changement d'humeur. Est-ce que ça se voit pour les jeux? Est-ce que ça se voit pour l'Internet? Je ne sais pas. La tolérance. La tolérance, c'est le fait qu'il en faut toujours plus. Hein. Quand on se drogue, le problème de la drogue, c'est que au début c'est une petite dose, et puis après c'est 1 gramme, puis après c'est 2 grammes, etc., etc. Est-ce qu'il y a besoin avec le même pour le jeu ou les... Surtout dans l'addiction, il y a un syndrome de manque. Vous enlevez le produit, il y a une manifestation de manque qui va se produire chez le consommateur. Il y a des conflits avec l'entourage, ça pour l'Internet c'est bon, il y a tout ce qu'il faut. Il y a la rechute en cas de sevrage. Alors tous ces critères-là, finalement, ils sont assez exigeants et on ne retrouve pas de réel syndrome de sevrage. On trouve des gens qui sont furax, qui sont énervés, mais enfin ça ne s'appelle pas un syndrome de sevrage quand même. La tolérance, c'est plutôt la poursuite,
l'amélioration de la performance, mais c'est quand même pas une question de surconsommation avec un effet dose qu'il faudrait augmenter pour que ça fonctionne. Donc on n'est pas loin de l'addiction, mais on n'est pas forcément dans l'addiction. Il y a un questionnaire, je peux vous lire les différentes questions, parce que c'est des questions qu'il faut pouvoir poser aux consommateurs, que ce soit vous-même, votre conjoint ou votre enfant. Alors, est-ce que vous pensez à Internet lorsque vous faites autre chose? Alors on dit jamais, enfin il y a 6 cases entre jamais et toujours. Bon. Pensez-vous à Internet lorsque vous faites autre chose? Négligez-vous des tâches quotidiennes pour passer plus de temps sur Internet? Peut-être les devoirs, là, des choses. Devriez-vous diminuer le temps passé sur Internet? Ça, c'est une question intéressante. C'est-à-dire qu'on demande à l'adolescent ou à l'adulte, finalement, est-ce que tu penses que tu devrais diminuer? Est-ce que vous pensez souvent à Internet? Est-ce que vous passez souvent du temps sur Internet alors que vous devriez être en train de dormir? Est-ce que vous essayez de diminuer le temps passé sur Internet sans y parvenir? Est-ce que vous êtes stressé si vous ne pouvez pas utiliser Internet aussi longtemps que vous voulez? Est-ce que vous cachez le temps que vous passez sur Internet? Alors Internet, on peut remplacer ça jeu, enfin, c'est un terme générique. Hein. Est-ce que vous êtes stressé si vous ne pouvez pas utiliser Internet pendant plusieurs jours? Est-ce que votre utilisation d'Internet vous cause des ennuis? Est-ce que vous vous sentez déprimé ou de mauvaise humeur quand vous n'êtes pas sur Internet et que ces sensations cessent dès que vous vous connectez? Et est-ce que vous dites souvent quand vous êtes sur Internet, encore quelques minutes et j'arrête? Oui, c'est des questions auxquelles je pense qu'on peut tous répondre oui à un certain nombre de ces questions-là, sans forcément basculer du côté de l'addiction. Mais on est vraiment dans des problématiques voisines. Et il y a eu une enquête qui a été faite en milieu scolaire. Et pour des jeunes qui sont considérés plutôt comme usage problématique, c'est pas l'addiction, c'est-à-dire ne pas pouvoir réduire le temps, augmenter le temps passé, abandonner d'autres activités, ça c'est un critère très important, y penser toute la journée, conflit avec l'entourage, dissimulation et tricherie. Quand on commence à cacher, ce matin on parlait de la boulimie, ben c'est un peu pareil. Enfin, quand on commence à cacher des choses, c'est qu'on a conscience que ça dérape. Là. Et alors quand on prend les adolescents qui ont cet usage problématique, d'abord on s'aperçoit qu'il n'y en a pas beaucoup, c'est une enquête en milieu scolaire, et ils ont trouvé 14% de jeunes qui sont sur cette frontière. Enfin, ça veut dire qu'il y en a 85 qui n'ont pas de problème. Mais il y en a 15% qui ont des problèmes. Donc un peu frontière sur l'addiction. 14% dans cette enquête, beaucoup moins dans l'enquête européenne qui a été faite sur l'usage pathologique d'Internet. Mais c'est toujours pareil, ces enquêtes ont des critères qui ne sont pas toujours comparables d'une enquête à l'autre. Bon, voilà, on va dire entre 5% et 15%. Autant de filles que de garçons. Un critère important, c'est ceux qui jouent tout seuls. Ceux qui jouent seuls, même si c'est en ligne, jouer seul en ligne, c'est un critère péjoratif. Il y a plein de gosses qui jouent ensemble, qui se mettent à deux avec la console, ils jouent en ligne, etc., ou ils jouent avec des copains, mais être physiquement seul face à sa machine, c'est un facteur de fragilité. La tempérance faible, c'est-à-dire la tempérance, c'est de pouvoir supporter un jour ou deux sans produit. Le produit, c'est les écrans. Les ados qui ont un usage problématique, au-delà de 24 heures, ils pètent un câble. L'encadrement parental faible. Ça, c'est important. On retrouve ces jeunes dans des familles où les parents, par exemple, ne savent pas où sont les enfants quand ils sortent le soir. Quand on dit l'encadrement parental faible, c'est pas seulement qu'ils n'ont pas donné des consignes sur l'Internet, c'est en général des parents qui n'ont pas de consignes claires sur les règles de vie et sur ce que fait où est leur enfant. C'est aussi des adolescents qui sont plus souvent déprimés. Quand on fait passer des questionnaires de dépression, l'échelle ADRS sur la dépression de l'adolescent, ils ont des scores plus élevés. Ils se couchent plus tard et ils ont plus redoublé. Donc vous voyez, tout ça, c'est des critères finalement qui montrent que, alors c'est la poule et l'œuf, hein, mais quand on est dans des consommations qui sont comme ça problématiques, eh bien c'est qu'on est aussi sur un terrain plus fragile, moins encadré et avec des facteurs de vulnérabilité. Il y a des vraies addictions sur Internet, mais qui concernent vraiment les adultes. Le pornographique, c'est une addiction d'adulte qui n'est pas complètement négligeable. Les jeux d'argent, il n'y a quasiment pas d'adolescents qui sont
dans un processus addict là-dedans. Ça va peut-être se rajeunir, mais pour l'instant, quand je disais qu'on dit des bêtises, je dis peut-être une bêtise, peut-être que demain j'aurai tort, mais pour l'instant, c'est les adultes qui sont là-dedans. Les séries, ça a commencé par les adultes, mais maintenant ça touche bien les ados, et les adolescentes en particulier. Avec des gens là qui perdent leur socialisation, enfin qui se noient là-dedans. Le porno, l'argent, c'est particulier parce qu'il y a une problématique psychopathologique derrière qu'il n'y a pas forcément dans l'addiction aux jeux ou aux séries, puisque quand on arrête ces séries, que l'abonnement à Netflix n'est pas renouvelé ou que la machine est cassée, il n'y a pas de syndrome de sevrage, il n'y a pas de catastrophe. Or qu'il y a des catastrophes dans les gens qui sont vraiment addicts aux jeux d'argent ou au porno, par exemple. Et puis, j'ai pas parlé encore des images violentes. On reproche beaucoup à Internet, et notamment aux jeux, dont je vous ai fait tout à l'heure l'éloge, d'être très violent. C'est vrai qu'il y a beaucoup de jeux qu'adorent les jeunes, c'est se tirer dessus. Hein, GTA, c'est pas sympathique. Fortnite, il n'y a pas de sang, mais Call of Duty, enfin bon, il y a des morts, hein, et beaucoup. Et puis après, il y a des trucs plus trash encore. Et c'est vrai que il y a la violence représentée dans les jeux, elle a des effets. Elle a des effets à haute dose. C'est-à-dire que plus on voit des images violences, plus on a envie d'en voir. Et certains des plus violentes. C'est-à-dire qu'ils vont chercher après, sur le dark web, ils vont chercher là où ils ne trouvent pas, là où on ne trouve pas du premier coup d'œil, des trucs plus vrais, avec des vrais trucs épouvantables, des massacres, des enfants qu'on coupe en petits morceaux, je sais pas quoi, des trucs avec des animaux, enfin des choses affreuses. C'est-à-dire qu'on passe de la violence, je dirais, qui peut fonctionner comme un exutoire, qui peut fonctionner sur je me soulage de ma violence, de ma journée, etc. Je m'énerve sur mon fusil, là, mais finalement, je sais bien que je tue personne parce que je suis chez moi et que je m'appelle Paul et que tout va bien, à certaines situations pathologiques, mais qui existent, de jeunes qui deviennent, comme pour le porno et comme les jeux d'argent, un peu pris dans une spirale là, de soif de choses de plus en plus pénibles et violentes. Quand on fait des expériences, alors c'est aussi beaucoup tartiné, ça, c'est-à-dire un peu avec excès, mais un enfant, même un petit enfant de 3 ans, à qui vous montrez les images violentes pendant 10 minutes, et après vous lui faites vous poser des questions d'empathie, c'est-à-dire est-ce que tu es triste quand le petit enfant a perdu son ballon, ou je sais pas quoi, il a été piqué par une guêpe, ben, l'empathie diminue. Quand on a vu 10 minutes de films violents, on est moins empathique qu'avant. Donc vous voyez, on pourrait craindre, ça n'a pas été vraiment prouvé, qu'on va devenir, que tous ces jeunes vont devenir des délinquants violents et agressifs parce qu'ils voient les images violentes. Mais il n'y a pas rien. Il y a certainement quelque chose qui se passe du côté d'une tolérance à la violence et du coup d'un manque de réactivité, d'empathie dans l'entourage. Changement de sujet, c'est encore un sujet sur les écrans, c'est les informations, la documentation. Alors c'est sûr que on utilise tous Internet plusieurs fois par jour pour aller, je vous dis, je me souviens plus d'un nom, je vais chercher sur Google, il va me le trouver. Donc on a besoin d'informations, on a besoin de documentation. Hier, j'étais pas content à mon hôtel parce que je n'avais pas les revues que je voulais avoir sur la population polynésienne, sur les morbidités, enfin sur le nombre de maladies, etc. Que je savais que je trouverais sur Internet, mais si j'ai pas l'Internet, je ne pouvais pas les trouver. Bref, c'est formidable. L'Internet, c'est vraiment formidable. La puissance de cette documentation, cette richesse internationale. Je peux demander à un collègue à l'autre bout de la planète, s'il n'a pas un article sur je sais pas quoi, il me l'envoie dans la seconde. Enfin, c'est juste merveilleux, cet outil qu'on a maintenant tous. Et puis on peut créer, on peut faire de la musique, on peut faire des films, on peut faire... il y a aussi beaucoup d'ados qui font plein de choses comme ça créatives sur Internet. Et les parents pensent que c'est que des conneries, mais ils pourraient aller voir parce que c'est souvent intéressant. Et puis il y a la question des informations et des nouvelles.
savez que la presse, la grande presse, a plus beaucoup de succès auprès des jeunes en particulier, puis auprès de finalement une grande frange de la population. Les nouvelles, hein, ils disent, on nous bourre le grand complot, là on nous bourre le bout. Alors les jeunes, ils vont se trouver les vraies informations. Et là, on rentre dans le domaine de je fabrique mon information, je fabrique ma vérité. Finalement, ma vérité, elle vaut autant que celle du journal de 20 heures. Et oui, il y a eu un attentat. Non, c'est pas un attentat, c'est un complot des sionistes, je sais pas quoi. Il y a eu ceci, mais non, mais c'est pas du tout vrai. Vous savez que le coronavirus, c'est un truc des espions, je sais pas qui. Et vous souriez, mais c'est épouvantablement dangereux, cette capacité de finalement relativiser toutes les informations. Finalement, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Que ce soit juste ou faux, n'a plus tellement d'importance. Et moi, je suis frappé de voir des jeunes qui me sortent des grosses bêtises sur les fake news. Quelque part, quand je leur dis mais c'est complètement faux, etc., ils veulent bien que ce soit une fake news, mais finalement, ce qui est important, c'est que pour eux, qu'elle soit fausse ou vraie, ça n'a pas d'importance. C'est-à-dire que ça relativise le fait lui-même. Et là, je ne sais pas où est-ce qu'on va, mais ça, je suis inquiet. Là, je pense en termes sociologiques, que finalement, cette relativisation de toute information arrive à nous rendre stupides. Enfin, si on comprend plus le monde qui nous entoure, parce que chacun y colle ses bouts de vérité, c'est certainement pas un progrès. On relativise tout, et finalement, c'est un formidable facteur de désinvestissement. Parce que c'est pas la peine d'acheter le journal, parce que c'est faux. C'est pas la peine d'ouvrir la télé, parce que c'est faux. Je regarde mon petit copain qui fait si bien avec tant d'humour son journal quotidien, et puis je serai comme ça tout à fait informé. Et c'est comme ça qu'on a aussi la radicalisation, hein, qui je crois touche pas trop la Polynésie, mais enfin des jeunes qui se spécialisent de plus en plus dans les informations les plus contestables, mais justement comme ils savent qu'elles sont contestables, c'est qu'elles sont bonnes. Hein. Si je vous dis le Nutella c'est bon, c'est pas très intéressant. Si je vous dis le Nutella, c'est fait avec de l'huile de palme sur lequel on a torturé et égorgé des milliers de travailleurs de je ne sais où, ça commence à devenir un peu plus intéressant. Et puis si vous cliquez, vous allez un peu plus loin, et à partir du Nutella, vous avez en 5 clics, vous arrivez à la radicalisation islamique. Hein. C'est pas très compliqué. On passe de quelque chose de vrai. L'huile de palme, c'est certainement sur le plan écologique et sur le plan économique et humain, un produit dangereux et pour lequel beaucoup de gens souffrent, si vous êtes sensible à cette idée, vous allez être contre le grand capital américain. Nutella, c'est italien, mais enfin bon, contre le grand capital. Et donc, voilà. Et vous continuez à cliquer, et ça va très très vite vous emmener sur des choses qui sont effroyables. Voilà. J'ai là terminé à peu près la description de ce que je vois, moi, des écrans, des usages, des bienfaits et puis des méfaits. Alors la question, et ça je pense que c'est peut-être le plus intéressant d'en parler tous ensemble, c'est, voilà, une fois qu'on a dit ça, il y a des avantages, des inconvénients, il y a des risques et des dangers. Qu'est-ce qu'on fait ? Moi, j'ai mis en premier les parents. Alors, la prévention, vous savez, on dit toujours la prévention, c'est les parents. Hein. Qu'il s'agisse de se laver les dents, de manger sain, équilibré, ou de ne pas trop faire de bêtises, c'est les parents. Oui, mais enfin, il se trouve que les parents, c'est vrai que c'est les premiers éducateurs des enfants. Mais il n'y a pas que les parents, il y a tous les professionnels, et on est tous ici peut-être parents et professionnels, c'est-à-dire qu'il y a les éducateurs, il y a les enseignants, il y a les soignants. Et là, je crois que il faut qu'on se forme, il faut qu'on apprenne, il faut qu'on regarde, il faut qu'on réfléchisse à comment on aborde ça. En médecine d'adolescent, on en parlait ce matin, mais c'est toujours un sujet, c'est comment on aborde le sujet, par exemple, des antécédents d'agression sexuelle ou les antécédents de maltraitance ou je sais pas quoi, ou des idées suicidaires, comment on aborde les sujets sensibles. Internet, ça devient un sujet sensible. Il faut aussi se former, réfléchir comment on aborde ça quand on est face à une classe, quand on est face à un individu. Comment on va évaluer ce qui fait, ce qui vit, avant d'avoir un jugement.
aujourd'hui, les adultes ont un jugement massivement contre ce que font les jeunes sur les écrans, sans savoir ce qu'ils font, sans voir qu'eux-mêmes font la même chose, avec d'autres jeux et d'autres outils et d'autres écrans. Et donc je crois que la première règle, c'est certainement de se renseigner et les adolescents, on disait tout à l'heure, sont souvent plus formés, plus agiles que leurs parents sur ces jeux. Eh ben, montre-moi ce que tu sais faire et qu'est-ce qui te plaît là-dedans, qu'est-ce qui t'intéresse. Moi, ça m'a pas du tout paru évident de regarder des jeux avec des jeunes. Donc là, je voyais pas vraiment l'intérêt. Et puis, pour des jeux assez sophistiqués, quand il y a des choses à construire, à créer, finalement, on peut commencer à comprendre et du coup à dire bon bah d'accord, moi je vois ce qui t'intéresse, et du coup on reprend une position d'interlocuteur valable plutôt que de dire c'est nul ce que tu fais, ce qui renforce l'opposition de l'adolescent avec ses parents en disant mes parents comprennent rien, ils trouvent que c'est nul, moi je les trouve nuls, et il n'y a pas de dialogue. Je crois que le dialogue il commence par une démarche d'aller vers l'interlocuteur. En classe, quand un élève balance une fake news comme ça, ou que plusieurs élèves dans des classes peuvent donner des fausses nouvelles, ben moi je crois qu'il faut que les enseignants à un moment s'arrêtent et disent bon, temps d'arrêt, là il y a un sujet, on est en train d'entendre une partie de vos camarades qui disent ceci, une autre partie qui dit cela, on va aller chercher l'information, on va travailler ensemble, on va apprendre à vérifier les informations et à chercher. Et c'est vrai que ça doit se faire à la maison, mais ça doit se faire à l'école, ça peut se faire à la maison des ados, cet accompagnement dans l'apprentissage de l'usage des réseaux et des sources d'information. Après, quand tu dis les parents, il n'y a pas que du côté se renseigner sur les jeux. Il y a être parent, c'est-à-dire faire tourner la baraque, c'est faire tourner, c'est donner un rythme de vie, c'est respecter le rythme de vie. Et on ne peut pas demander aux jeunes de venir à table quand on les appelle si les parents répondent à leur smartphone pendant le dîner ou qu'ils l'ont sur la table. On voit de plus en plus, bon, ça, on va parler du petit enfant en dernier, parce que je vous ai dit que il y avait aussi de la pédiatrie dans tout ça. Mais si on donne des règles, il faut être en mesure de les respecter soi-même. Ça paraît évident, mais sur le téléphone, c'est souvent très très ambigu. Et puis, autre ambiguïté, il y a quand même beaucoup de parents qui disent bah oui, il est complètement débile avec son jeu, il passe ses journées là-dessus. Mais enfin, finalement, je préfère qu'il soit à la maison qu'en train de traîner avec n'importe qui. Ah bon, bah alors, faut savoir, là. Et je crois que, alors là, pour le coup, on l'entend assez souvent, des parents qui sont... des parents d'adolescents, qui ont peur que leur adolescent fume, couche, toutes sortes de choses qu'on peut faire effectivement à l'adolescence. Eh ben, on est sûr que s'il reste scotché à son jeu, ben, au moins il couche pas, il fume pas. Bon, mais il faut arriver. Ça prend un petit peu de temps. Quand on a des parents qui arrivent avec un ado disant il est fou, il est accro, il est addict, il faut lui faire cesser ça tout de suite. Ça prend un petit peu de temps quand on comprend que finalement. L'ado qui se comporte comme ça, il rassure ses parents quelque part en restant à la maison. Vous voyez, il faut écouter, il faut apprendre, faut pas se braquer, et puis après faut donner des règles. Et puis si les règles elles sont pas tenables, on les adapte, on négocie, on avance. C'est vrai que c'est tellement nouveau que c'est difficile de dire aujourd'hui exactement ce qu'il faudrait. Y a c'est ça que je vous avais préparé comme. Donc la prévention, c'est effectivement à la fois quelque chose qui doit se décliner collectivement. On doit réfléchir au niveau de la société. Qu'est-ce qu'on fait de cet outil-là qui prend tout. Vous savez qu'on a fait une loi qui n'est pas appliquée, mais pour limiter aussi l'usage professionnel des mails après le travail. C'est que maintenant, grâce au téléphone portable, on peut appeler ses employés à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et finalement leur faire comprendre qu'ils ont intérêt à vous répondre tout de suite parce que sinon, on ne sait pas ce qui va se passer. On a fait une loi interdisant, obligeant une coupure des internets professionnels le soir. C'est absolument pas respecté. Je peux vous dire que la plupart des gens qui sont cadres, ils bossent
H24, et si leur patron ou leurs collègues les sollicitent à 1h du matin, ils ne vont pas se coucher, ils vont répondre aux mails avant de se coucher, parce que ça ne peut pas attendre le lendemain. Donc la société, elle est globalement prise face à quelque chose qui nous envahit et qu'on ne sait pas comment réguler. Donc au niveau de la famille, allez voir, se renseigner, poser des règles. Alors si on regarde, ça c'est l'enquête sur les consommations qui a été faite en Polynésie là, il y a une dizaine d'années, vous voyez, jouer chaque jour aux jeux vidéo, bah, c'est 21%, surfer sur Internet, c'est 25%. Ces chiffres, ils ont 10 ans. Je pense qu'on peut largement les multiplier par 2. C'est-à-dire c'est plutôt 50 ou 60% tous les jours actuellement, sur les chiffres qu'on a sur d'autres études. Mais effectivement, l'alternative, c'est quoi? C'est de pratiquer un sport, c'est de lire, c'est de sortir, c'est d'aller avec des amis en ville, aller à l'église, au temple. Ben c'est vrai qu'il y a des parents qui préfèrent qu'ils ne sortent pas en ville avec des copains. Finalement, au sport, c'est pas très bien qu'ils y rencontrent. Enfin voilà, donc on est... si on veut pas qu'ils jouent, il faut qu'ils puissent sortir. Et si on veut qu'ils sortent, il faut qu'on ait confiance. Pardon. Il y a eu un rapport, pour ceux qui veulent aller plus loin, qui est tout à fait détaillé, qui vient de sortir, un rapport scientifique du Haut Conseil de la Santé publique sur les effets des écrans. Et il y a des centaines d'articles scientifiques dans cette revue qui détaillent de façon bien plus poussée, bien sûr, ce que je vous ai dit sur les différents effets positifs et négatifs des écrans. Néanmoins, beaucoup de ces études, si elles soulignent tous les effets négatifs, pervers, etc., d'écran, se terminent toujours par quelque chose d'assez modéré, en disant, bon, on n'est pas sûr, il faudrait plus d'études, enfin... Reste assez prudent parce qu'effectivement, la diabolisation pure et simple semble pas la bonne attitude. Mais vous voyez, il y a plusieurs chapitres. Les altérations de l'audition, de la vision. Oui, quand on écoute avec un casque des trucs hyper forts, ça peut faire une fatigue auditive. Santé mentale, on en a parlé sur la dépressivité. Hein, plus on est accro, plus on est déprimé, ou plus on est déprimé, plus on est accro. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un sujet. Vie relationnelle et familiale, bien sûr. Alimentation, sédentarité, obésité, c'est clair. La réduction du sommeil. Oui, réduction du sommeil égale retard à l'école le matin. C'est quand même la principale cause du retard à s'endormir, c'est que le matin, on ne se lève pas et qu'on sèche les cours du matin. Et puis, on a vu le harcèlement et puis la question de la pornographie. Alors au niveau collectif, qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir des règles finalement, parce que c'est bien gentil de dire il faut mettre des règles à la maison, mais moi je sais pas, ce truc-là c'est nouveau, moi mes parents j'avais pas ça, enfin bon, c'est vrai qu'on est un peu perdu. Et donc Serge Tisseron avait fait il y a maintenant une quinzaine d'années pour la télévision. Serge Tisseron c'est un psychiatre qui est beaucoup sur les technologies, les écrans et tout ça. Et c'était pour la télévision qu'il avait fait ça. Pas de télé avant 3 ans, pas seul avant 6 ans, ensuite accompagner certains jeux et certaines émissions jusqu'à 9 ans, et tout seul autorisé après 12 ans. Donc maintenant ça a été un petit peu modifié pour les écrans, mais c'est quand même pas avant 3 ans. 3 à 6 ans, on est dans le jeu, la découverte, effectivement les écrans peuvent être utilisés avec des jeux de réaction, de réactivité, à condition que ça soit une petite quantité. On dit 1 heure par semaine et par année d'âge à partir de 6 ans. Hein, donc qu'un enfant de 6 ans peut jouer pendant 1 heure par semaine à des petits jeux sur la tablette, etc. 7 ans, il peut faire 2 heures par semaine. Vous voyez, c'est pas des grosses quantités. Et les ados, ils sont vite à 6 heures par jour. L'Internet, donc accessible, accompagné à partir de 9 ans. Tu cherches sur Internet, moi je suis à côté, je lis mon bouquin, puis tu me montres ce que tu fais. Mais pas tout seul. Enfin, cette solitude sur des réseaux dangereux, on peut finir par rencontrer le loup ou s'y perdre. Et puis, après 12 ans, les réseaux sociaux, puisque maintenant, c'est aussi l'âge le téléphone portable, c'est passé de pas du tout de téléphone portable à partir de la seconde du lycée,
Et maintenant, c'est l'entrée en 6e ou fin d'école primaire, hein, d'avoir un portable. Et puis pas n'importe lequel, hein, tant qu'à faire. Alors ça, c'est des règles qui sont utiles, qu'on peut afficher et qui permettent de discuter. Ou quand on est avec des parents qui nous disent, ben voilà, qu'est-ce que je fais, il y a déjà ces recommandations. Les écrans avant 3 ans, c'est sûrement une catastrophe. Hein. On le voit, regardez dans la rue, regardez dans les squares, regardez ce qui se passe. C'est-à-dire que les parents maintenant poussent la poussette en parlant à leur téléphone. Il pourrait y avoir un lapin à la place de leur enfant, ils ne verraient pas la différence. Non, c'est réellement préoccupant, c'est une perte du regard. Moi, je fais souvent le marché à côté d'un square où il y a des agrès comme ça. Et vous voyez les enfants qui ont 4 ans, 5 ans, qui montent en haut du truc, qui vont cette traite. Hey, papa. Mais papa ne voit rien, papa est dans son truc. Et donc ils prennent des risques à 4 ans pour attirer l'attention du parent qui est capté par son écran. Donc on est vraiment dans quelque chose qui prive ces enfants d'un apprentissage, de l'échange, les yeux dans les yeux, les premiers mots. Et quand on file une tablette à un enfant de 9 mois ou à un enfant de 15 mois, on est sûr que là, il va devenir très très vite excité. C'est très excitant parce qu'il y a de l'image, il y a de la couleur, ça brille. C'est très addictif. Ils font des crises d'hystérie. Enfin, les petits à qui on retire ces écrans qu'on a confiés dans la queue du supermarché parce que comme ça va le calmer. C'est des crises d'hystérie qui sont impressionnantes. Hein. Mais parce que ça va saturer des régions du cerveau qui sont particulièrement excitées et avec un phénomène de sevrage, enfin en tout cas alors il y a des gens qui ont poussé le bouchon jusqu'à dire que ça rendait autiste. Vous savez, il y a eu une polémique de médecins de PMI là, qui ont bon, alors c'est pas vrai, c'est pas du tout argumenté. Si on est autiste, on est autiste et je pense que l'internet peut plutôt être utile que délétère. Mais bon, il y a une vraie question sur, en tout cas, les écrans avant 3 ans. Je pense qu'il faut que la règle, ce soit pas d'écran avant 3 ans. Il y a aussi, où sont les écrans? Puisqu'autrefois, c'était les écrans fixes, c'était la télé, pas dans la chambre. C'était frappant de voir que, selon le milieu socioculturel, moins on était riche, plus il y avait d'écrans, dans les chambres. Et chez les gens qui étaient riches, il y avait un écran dans le salon, qu'on regarde avec papa, maman, or que dans les familles populaires, on laisse la télé dans les chambres et où les enfants peuvent regarder H24. Ça, c'est un autre groupement qui a fait les 4 pas le matin, pas pendant les repas, pas avant de se coucher, pas dans la chambre de l'enfant. Je crois que c'est assez simple et ça fonctionne bien. C'est inédit, hein, ça va pas régler tous les problèmes, mais si on parle là-dessus, on est quand même un peu conforté. Et effectivement, ça permet d'être plus attentif en classe parce qu'on dort mieux et qu'on arrive à l'heure le matin. Ça permet de savoir être seul. J'en ai pas parlé, mais c'est quelque chose d'important. Ces réseaux sociaux qui créent du lien, qui créent de la relation externe, c'est surtout aussi une façon de jamais être seul. La solitude, c'est je suis là et je pense à des trucs, pas forcément agréables ou agréables, j'en sais rien, mais je suis tout seul, je peux communiquer avec personne, je dois les garder pour moi, les élaborer, les mariner. Mais avec mon smartphone, là où est-ce qu'il est d'ailleurs, je transmets tout de suite à quelqu'un, je me branche sur quelqu'un, je reste pas seul. Et cette incapacité d'être seul, c'est aussi la capacité de rêver, et la créativité, ça passe aussi par la capacité d'être seul et d'avoir un temps d'attente qui n'est pas forcément de la frustration, mais qui est au contraire qu'on remplit de sa propre créativité. Voilà, donc ça c'est des outils qui facilitent les choses. C'est une autre déclinaison des 4 pas, hein, pas le matin, pas pendant les repas, pas avant de s'endormir, et pas d'écran dans la chambre de l'enfant. Et puis, alors il y a des opérations qui sont intéressantes, c'est les défis. Les semaines sans écran. Ça vient du Canada, mais il y a quand même une 40aine d'écoles à Paris qui font ça maintenant tous les ans, qu'organisent avec les parents d'élèves, avec les profs, une semaine sans écran. Ça veut dire que les gens s'engagent, hein, les familles. Alors oui, on coupera la télé, oui, on ne répondra pas à notre smartphone, on prendra juste la fonction téléphone au cas où. Enfin, donc ça se prépare sur une année.
Et puis, on organise ça en fin d'année, le temps qu'on ait eu le temps de pas mal préparer les parents, les enfants et les instituteurs et tout le monde, tous les gens concernés par l'école, pour s'engager dans un défi, bon, qu'on tient pas, enfin c'est un défi qui dure une semaine, et pendant lequel on fait des choses festives, on fait de l'animation, des contes, d'autres choses qui vont remplacer ce temps d'écran. Et c'est là qu'il y a plein de gens qui redécouvrent le temps qui passe sur les écrans, hein, c'est à l'occasion de ces semaines sans écran. Donc c'est un dispositif pédagogique à usage des enfants et des adultes qui est tout à fait stimulant. Et les gens qui ont vécu ça, ils redécouvrent des choses qui sont importantes. Voilà, ça peut être une conclusion. Le défi, maîtrisons nos écrans, tous ensemble ici. Voilà, je vous remercie. Et puis on peut discuter comme vous le souhaitez.